Après un court séjour dans le Congo central, me voici de retour, mesdames et messieurs, pour vous présenter Info 7, qui est la rétrospective de la semaine, avec Dori Doumbia, cadre de l'AFDC. Il n'y a qu'un seul, je vais lui poser la question, cadre de la FDC. Nous allons décortiquer l'actualité de cette semaine. Mais une précision détail, mesdames et messieurs, beaucoup d'internautes, beaucoup d'amis m'ont appelé pour me dire qu'ils ne voient plus sur l'analogie, la télévision analogique. Eh bien, je vous dis qu'il y a beaucoup de télévisions qui ont déjà basculé vers les numériques, la télévision numérique sur TNT. Donc, mesdames et messieurs, pour suivre Paulette Kimuntu et Info 7, il faut soit avoir une télévision qui a déjà la TNT, soit venir ici à Congo Web Télévision sur Willery et acheter un décodeur qui coûte 20 $. Donc quand vous achetez votre décodeur, c'est pour la vie, hein. Donc il n'y a pas d'abonnement comme Easy et autres. Et nous nous retrouvons aussi sur Easy TV, sur BlueSat et voilà. Donc nous sommes déjà dans l'ère numérique. Très heureuse d'être avec vous, Dori Doumbia. Bonsoir. AFDC, de quel AFDC il s'agit? Puisqu'à Matadi, j'ai posé cette question à quelqu'un, je lui ai dit, mais vous êtes de quelle aile de la FDC? Il était tout monté là, il a dit, il n'y a qu'un seul FDC, madame, il ne faut pas, vous les journalistes, plonger aussi dans ce jeu-là, de vouloir savoir s'il y a combien de FDC. Combien de FDC il y a? Ben voilà, d'abord merci pour l'invitation. Bon, c'est un discours qui est déjà dépassé à ce stade-ci, parce que je crois que les choses ont déjà évolué favorablement pour nous. À ces jours, il y a un seul regroupement AFDC-A. Donc, c'est-à-dire avec les alliés. C'est les regroupements qui pilotent le professeur Bahati. Donc voilà, il y a eu une tentative d'usurpation, de dédoublement, mais bon, comme vous le savez, ça c'est... maintenant, je crois que le discours est dépassé, on doit aller de l'avant. Parce que dans l'attente du gouvernement, jusqu'à cette émission, le gouvernement n'est toujours pas là. Donc on attend toujours ce gouvernement. Vraiment, c'est comme une grossesse, 9 mois probablement. Ça sera vraiment un beau petit bébé que nous attendons tous. Donc nous allons prendre le tout premier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons évidemment parler de ce retard du gouvernement. Notre rédaction, une rédaction très affinée, qui va nous parler de ce regard de la publication, de ce retard, pardon, par rapport à la publication de ce gouvernement. Et nous allons avoir aussi la réaction. Beaucoup de gens disent, eh ben, tout le monde veut participer à ce gouvernement. Il y a eu retard. Déjà, ce samedi, vous le savez, le Premier ministre est allé rencontrer le président de la République. Il a dit non, il y a des provinces qui ne sont pas représentées, il y a les handicapés qui ne sont pas représentés. Et bien les gens le disent, et les autochtones aussi. Beaucoup de gens disent, si on doit faire maintenant plaisir à tout le monde, je ne sais pas. Dori Doumbia nous répondra face à cette question. Premier condensé, mesdames et messieurs. Ça aura été l'attente la plus décevante du Congolais. Passer une longue soirée devant la télévision nationale pour n'en recevoir rien. Aucune annonce officielle, encore moins une justification de ce rendez-vous manqué. Pourtant, la promesse faite par le chef de l'État à partir de l'Angola était au conditionnel. Si tout va bien, le gouvernement serait connu ce soir. C'est ce conditionnel qui a été considéré comme un indicatif. On doit comprendre la déception du soir. Mais qu'est-ce qui a pu retarder la sortie du gouvernement? La réponse est à chercher dans les arbitrages effectués au sommet de l'État. La mouture du Premier ministre devrait incontestablement intégrer la donne géopolitique en vue d'assurer la représentativité nationale au sein du gouvernement. Selon nos sources, jusqu'hier jeudi, le cash n'en avait pas encore fini avec la répartition interne des portefeuilles. Mais les dossiers qui fait couler beaucoup d'encre de salive et l'intégration de la composante AFDC alliée des modestes Bahati au gouvernement. Cette question semble diviser les décideurs qui ont des visions diamétralement opposées sur la configuration de la nouvelle majorité parlementaire dont est issu le Premier ministre. Toutes ces raisons justifient le rendez-vous manqué de ce jeudi. Cependant, une question se pose, jusqu'où iraient ces manœuvres et qui bloque réellement le gouvernement? La question reste pendante. À l'Assemblée nationale, le décor de l'investiture du gouvernement est déjà planté sans tenir compte des imprévus liés aux tractations politiciennes. Sur la toile, les Congolais en ont marre d'attendre
vu que l'attente elle-même est devenue interminable. Les premiers peuples autochtones en RDC, notamment les Pygmées, se disent victimes d'une discrimination indicible. Ces derniers vivent dans la prison à ciel ouvert dans la mesure où ils n'ont toujours pas accès à des fonctions de gestion dans les institutions de la République. D'où l'appel du président de l'ONG CIDB, une structure de défense des droits des Pygmées, au chef de l'État et au Premier ministre pour l'intégration de cette couche de la population marginalisée au sein du gouvernement. Nous vivons dans l'esclavagisme de la démocratie. À l'époque de Mobutu, les Pygmées étaient libres. Moi, je pense qu'avec l'ascension de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre frère, nous sommes délivrés et nous croyons que le Premier ministre tiendra compte de la participation des Pygmées au nom de la solidarité. Ceux peuples autochtones qui se disent être à l'écart expriment leur inquiétude face aux injustices qui se manifestent dans la gestion de la chose publique. Jean-Pierre Bikopo demande au chef de l'État la mise en place d'une structure démocratique sur l'intégration des Pygmées. Nous allons véritablement tendre la main au chef de l'État pour qu'il puisse mettre en place une unité de coordination sur les questions des peuples autochtones avec un coordonnateur qui a le statut d'un ministre. À en croire ce représentant légal de la mission évangélique auprès de Pygmées d'Afrique, les autochtones vont organiser une marche pacifique pour faire entendre leur voix au cas où leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Le chef de l'État l'a dit, si tout va bien, le gouvernement sortirait. C'est depuis, en tout cas le jeudi, qu'on attend la sortie de ce gouvernement. Dory Doumbia, vous êtes cadre de la FDC, d'ailleurs ça tombe extrêmement bien parce que dans la toile et partout dans les salons politiques, c'est lui qui bloque, comme l'a posé si bien la question Ambroise Mamba, c'est lui qui bloque la sortie du gouvernement. Et bien c'est le professeur Modeste Bahati. Tout tourne autour de Bahati. Tout tourne autour de Bahati. C'est lui, en tout cas par qui le gouvernement n'est toujours pas là. Est-ce vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je voudrais dire que la prudence voudrait que nous usions du droit des réserves pour ne pas déranger, perturber ce qui est en cours, hein, des discussions qui sont en cours, parce que nous-mêmes, nous faisons partie du dossier. Donc vous comprendrez que je puisse avoir ou être prudent. Mais est-il que l'AFDCA fait partie de la majorité parlementaire? Or, nous savons très bien que le gouvernement qui doit être formé sera l'émanation de cette majorité parlementaire. Donc, moi, je pense que dire que c'est l'AFDCA qui bloque ne serait pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce pas tout à fait faux non plus. Hein. Parce que, faisant partie de la majorité parlementaire, nous avons pour vocation à pouvoir participer au gouvernement. Et d'ailleurs, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions faire partie de cette majorité, car telle est notre ambition et notre désir. Mais est-il qu'il y en a certains qui pensent qu'ils peuvent dicter ça et là au président de la République une conduite à tenir ou lui imposer certains choix? À mon avis, il faudra peut-être regarder dans cette direction-là. Parce que nous devons savoir que c'est le président de la République qui a les derniers mots. Qui a la signature. Qui a la signature, comme on l'a dit ci et là. Et c'est à lui, c'est lui qui va prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. La donne géopolitique, Dory Doumbia, on y revient. On a 26 provinces en République démocratique du Congo. Les autochtones aussi, vous l'avez suivi, ils disent, eux, ils sont stigmatisés, ils ne sont jamais présents dans les organes décisionnels en République démocratique du Congo. Donc on doit avoir pour chaque province au moins un ministre ou un vice-ministre pour les 26, parce que nous avons au total, je crois, 64 ministères, hein, si je ne me trompe pas. 65. Donc 26 fois 2, donc 2 par province. Si on calcule bien, et puis le président a dit on doit mettre l'accent sur les personnes vivant avec handicap et tout ça. Et donc c'est vraiment le pauvre Papa Ilunga et Ilukamba a vraiment du pain sur la planche. Hein.
Non, je crois qu'on extrapole, je pense, hein, et d'ailleurs je parle à titre vraiment personnel, je n'engage pas mon regroupement ici. Vraiment, c'est que moi j'ai pu comprendre. Je ne pense pas que le président de la République a dit, comme je l'ai entendu quelque part, qu'il fallait qu'il y ait un handicapé au gouvernement. Non, je pense qu'il a plutôt dit qu'il voulait qu'il y ait un département qui s'occupe des handicapés. Mais les affaires sociales sont là, mais peut-être qu'il veut mettre un accent beaucoup plus prononcé, parce qu'affaires sociales, c'est large. Là, il veut vraiment s'occuper des personnes qui vivent avec un handicap. Pour leur intégration dans la société. Exactement. Vraiment avoir un département qui va vraiment s'occuper, orienter essentiellement... Et pour les autochtones. Mais les autochtones, comme les provinces... Vraiment, c'est mon analyse personnelle. On n'aura jamais un gouvernement qui va comporter toutes les provinces, Non, moi je pense que notre pays a 4 blocs linguistiques. Hein, vous connaissez le bloc linguistique, Swahili, Kumba, et ainsi de suite. Et on a de grands ensembles. On a les grands Kasaï, on a les grands Équateurs. On a découpé, c'est pas... On a découpé. Mais vous n'aurez pas, par exemple, pour les Kasaï, vous n'aurez pas un ministre qui viendrait des Sankourou, quelqu'un du Kwilu, Dorido, mais ça vous interrompt, on ne dira plus qu'il est du Bandundu, quelqu'un du Kwilu et du Kwilu, quelqu'un du Kwango et du Kwango, comme Rachel Kitita, ma consoeur, et du Kwango. Moi, je suis du Kwilu. On n'est plus de la même province. Ne nous ramenez plus dans les grands ensembles du Grand Bandundu, ça n'existe plus. Si, vous êtes dans des provinces différentes, mais vous faites partie du Grand Bandundu. Vous le savez bien. Alors à quoi non, mais c'est ça. Non, mais vous savez, c'est ça qu'il faut, moi je pense, en tout cas j'ai dit, c'est vraiment une analyse personnelle, je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Sinon, madame, vous aurez dans l'équipe nationale de football, on vous dira, hein, il n'y a pas 26 provinces qui sont représentées. Vous aurez dans un département, vous aurez dans tout, il faudra représenter 26, ça ne sera pas possible, ça ne sera pas vivable. Vous imaginez, même l'équipe de 20 clubs, et puis on va vous dire, ah non, mais les gens de Kwilu, les gens de Sankourou ne sont voilà, pas... donc ça ne sera pas... Moi, je pense qu'il faut réfléchir dans le type comme on était avant, hein, les grands ensembles. Donc les grands Kivu, les grands Équateurs, voilà. Là, effectivement, exactement. Là, je pense que... Je reviens par rapport aux pygmées d'Orindou, mais c'est vrai que vous avez dit qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais je fais un petit parallélisme avec les États-Unis, par exemple, avec les Indiens qui sont les autochtones des États-Unis aujourd'hui. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui comment vivent les Indiens d'origine, je ne sais pas en anglais comment on les appelle, mais ils ont un nom bien propre, comment ils sont stigmatisés, comment ils ne sont pas dans les organes décisionnels, comment eux qui étaient les propriétaires de ces terres sont relégués vraiment dans des réserves, confinés dans des parcs, comme on dit même, vraiment traités comme des sous-hommes. Quand on fait ce petit parallélisme, c'est vrai que quand on regarde un peu ailleurs, on voit un peu la réalité. C'est exactement ce qui se passe avec les pygmées chez nous. On les prend pour des sous-hommes, on les stigmatise, on les rejette et tout ça. Et il n'y a aucun pygmée qui sort la tête de l'eau pour dire, mais voilà, je suis ne fût-ce qu'un vice-ministre, ou je ne sais pas, pourquoi on ne peut pas faire plaisir à ces autochtones. On a étudié ça dans l'histoire, les autochtones de la République démocratique du Congo sont les pygmées, on le sait, mais on ne les valorise pas. Moi, je trouve, personnellement aussi, je trouve que c'est une forme de stigmatisation et de rejet pour ces peuples-là. Je ne vois pas les choses de la même manière. C'est vrai, on ne peut pas comparer entre ce qui se passe ou ce qui se passerait aux États-Unis ou au Canada, où là, ils sont vraiment stigmatisés, comme vous l'avez dit, ils sont parqués, ainsi de suite, et par rapport à chez nous. Je pense qu'on a notre approche qui n'est pas comparable. Mais moi, ce que je peux dire à ce stade-ci, c'est de dire que les pygmées sont des Congolais. Ils sont comme vous et moi. Les pygmées, ben, c'est comme dans... vous allez parler des albinos, vous allez parler de voilà. Moi, je pense qu'on doit considérer les gens par rapport à leurs compétences, par rapport à ce et non pas par rapport à ce qu'ils sont. Mais il y a quand même des pygmées compétents qui ont étudié quand même. Qu'on recherche un pygmée qui est docteur, je ne sais pas moi, non, on va pas. Prenez-les, mettez-les pour qu'on ait une certaine représentation. Je ne suis pas d'accord avec vous. On ne prendrait pas un pygmée pour le mettre au gouvernement parce qu'il est pygmée. Non, on prendrait un pygmée parce que c'est un économiste. C'est ça la géopolitique, non? C'est ça la géopolitique. Enfin, en tout cas, moi, je partage pas ça. Moi, je voudrais plutôt qu'on prenne un pygmée parce qu'il est économiste, c'est un mathématicien. C'est ce que j'ai dit. Prenez un économiste, je ne sais pas quoi,
Mais mettez-les dans le gouvernement pour qu'il y ait une certaine représentativité. Mais ils doivent aussi militer dans des partis, dans des regroupements politiques. Pas là, hein. Non, je vous dis, moi, je ne maîtrise pas. Dans votre regroupement, pratiquement. Dans votre regroupement, la FDC, il n'y a aucun pygmée. Je me réserve parce que je ne maîtrise pas oui, je préfère pas ne pas. Voilà, donc moi, je pense que s'ils militent, s'ils se battent, s'ils font ce que les autres font, ils auront leur place. Parce que notre Constitution garantit l'égalité de tout un chacun devant la loi, devant le travail, devant tout. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt s'orienter, les encourager, pas les stigmatiser, les encourager. Sinon, vous devrez mettre un pygmée, vous devez mettre un albinos, vous allez mettre ceux qui ont le peau claire, ceux qui ont le peau noire. Vous voyez, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Nous allons à la présidence de la République. Vous le savez, l'Azado parle d'un audit pour la présidence de la République aussi par rapport aux dépenses et l'audience qu'a accordé le président de la République au Premier ministre. L'Azado encourage vivement la demande faite à l'Inspection générale des finances d'auditer les ministères de la République. Son président Jean-Claude Katende estime qu'il est impérieux d'orienter également l'audit à la présidence de la République pour voir comment les différents services gèrent les fonds de l'État. Nous avions fait cette demande il y a quelques jours, mais aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a un problème au niveau de la présidence avec la gestion des 15 millions de dollars du secteur pétrolier. Nous n'étions pas partis sur base des soupçons. Nous étions partis sur base du fait que tous les Congolais étant égaux devant la loi, si on audite les ministères, on peut aussi auditer la présidente de la République. La demande de l'Azado ne vise nullement la personne du chef de l'État, affirme Jean-Claude Katende. Allons croire, Félix-Antoine Tshisekedi, en tant que serviteur du peuple, aura toujours des comptes à rendre à la population pour les services mis à sa charge. Que le président de la République, c'est une autorité publique. Et dans son serment finit par dire qu'il est le serviteur du peuple congolais. Cela est très important. Ça veut dire en d'autres termes que tant qu'il gère, les citoyens auront toujours des comptes à demander au président de la République pour les services qui sont directement sous son autorité, comme la présidente de la République, mais aussi pour l'ensemble des institutions. Pour l'Azado, l'audit ne doit pas se limiter seulement aux différents ministères, mais toutes les institutions devraient être concernées, en l'occurrence la présidence de la République. Pour en avoir les cœurs nets, le Premier ministre se donne 3 jours supplémentaires. 3 jours pour finaliser sa première mouture du gouvernement à présenter auprès du chef de l'État. Sylvestre Ilunga l'a fait savoir ce lundi à la presse au sortir d'une audience lui accordée par le président de la République. Après avoir récalé, le Premier ministre attendait du FCC et du CACH des listes harmonisées en réponse aux critères d'éligibilité. Visiblement, le fait d'avoir récalé les premières listes a contraint ces nouveaux partenaires politiques d'étoffer leurs propositions afin de renvoyer les versions améliorées au Premier ministre. Pourtant, la semaine dernière était tumultueuse. Dans les réseaux sociaux, on faisait état de la présence des personnalités controversées du régime Kabila sur les listes des ministrables. La toile était alors caractérisée par un tollé général, présage de ce qui pourrait arriver une fois ces listes confirmées. Dans l'opinion, on en a presque marre d'attendre un gouvernement qui n'arrive toujours pas. 3 jours supplémentaires pour le Premier ministre, 3 jours d'attente pour l'Assemblée nationale, déjà en session extraordinaire. Dans l'hypothèse où les chefs de l'État se donneraient aussi du temps pour les arbitrages, l'équipe gouvernementale ne pourrait être connue que vers la fin de la semaine en cours. Jean-Claude Katende l'a dit, si on doit auditer les ministères de Ridoubi, pourquoi ne pas auditer la présidence de la République, qui est aussi une institution parmi d'autres institutions de la République. Donc la présidence n'est pas au-dessus de la loi. Jean-Claude Katende l'a dit, on l'a suivi, ils ne sont pas partis sur des rumeurs, ils n'ont pas commencé à proposer cela à partir des rumeurs, c'est par rapport d'abord aux 15 millions de dollars dans le secteur pétrolier. Alors pour vous, cet audit est vraiment nécessaire de Ridoubi à la présidence de la République,
vu ce qui se dit, ce qui se passe par rapport aux dépenses de la présidence de la République? Moi, je pense que la République ira mieux si chacun reste à sa place. Nous avons la Cour des comptes qui est habilitée à pouvoir faire les audits ou suivre les dépenses de l'État. Je pense que ces sieurs travaillent, hein, ils font leur boulot, mais vouloir s'y mixer. Vous savez, le président de la République n'a que... C'est ça son rôle. Le rôle de mettre la pression. Mettre la pression, c'est là, mais c'est son rôle. Pas à elle de diligenter ou non, de demander. C'est pas Jean-Claude Catelet qui va faire cette enquête. Peut-être qu'il demande à la Cour de compte d'aller vérifier un peu. C'est ça le rôle de la société civile, d'être aux aguets, de voir ce qui ne va pas et dire voilà, attention, on a eu vent de ça. Faites quelque chose. Mais généralement, un contrôle se fait toujours après une période. 9 mois, c'est pas trop. Les 100 jours sont passés, les 200 jours sont passés. Donc, on doit auditer après combien de temps, Dory Dombi? Non, moi je pense qu'il faut auditer après un an. On peut pas. Il faut laisser. Le président doit travailler dans la sérénité. Vous savez, conduire un pays comme celui-ci, comme notre pays, ce n'est pas une chose facile. Je crois que d'ailleurs le nouveau dirigeant les découvre jour après jour. Mais si nous sommes là en train de mettre la pression. Vous voyez, on n'a même pas encore un gouvernement. On veut auditer. Vous savez très bien que nous travaillons sur base, même pas, oui, il y avait un budget bien sûr, mais un budget, hein, je ne sais pas comment ils font, mais les gouvernements, d'ailleurs, au mois de septembre ici, il faudra que le Parlement vote le budget pour l'année prochaine. La session budgétaire, c'est déjà au mois de septembre. Voilà, hein, il faudra qu'après une période d'un an, je suppose, hein, qu'on peut commencer à auditer qu'est-ce qu'on a. Parce que vous savez, il y a d'autres dépenses qui sont en cours. Comment on va les auditer alors qu'il y a des choses qui n'ont pas encore abouti? Mais déjà sur le net, merci à Actualité.cd, merci à Stani Boujakera, parce que c'est par eux hein, que j'ai des informations aussi sur le net. Ils ont déjà parlé de plusieurs dépassements de millions de dollars de la présidence de la République. Ça se dit, c'est pas qu'on invente aussi ces histoires. Chaque jour, après 2 jours, on dit la présidence a dépassé. D'autant, la présidence a dépensé, par exemple, 100 millions de dollars. Ça se dit, les grands fouineurs comme Actualité.cd, même notre rédaction le dit. Alors pourquoi vous vous dites que non, on doit attendre? On attendra jusqu'où, Dory? Vous aurez compris que je ne suis pas du cash, hein? Donc ça, je ne vous le cache pas, la tautologie. Mais moi, j'aimerais tout simplement que le pays se dote d'abord d'un gouvernement. On a commencé les sauts de moutons, bon, on en parlera. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses sociales du peuple congolais. Même pas le mois prochain, dans quelques semaines, nos enfants vont... La gratuité de l'enseignement, on en parlera. Vont rentrer à l'école. Moi, je pense que le gouvernement a encore des tas et des tas de choses à faire. Quel gouvernement? Le nouveau ou l'ancien? Non, je pense le nouveau, parce que l'ancien n'expédie que les affaires courantes. Oui, aussi longtemps, moi je pense les grands problèmes, on doit mettre... Bon, je ne devais pas les dire, mais bon, c'est sorti, je vais aller jusqu'au bout. On devait plutôt mettre la pression pour qu'on ait un gouvernement responsable. Responsable devant les parlements, qui puisse prendre ses responsabilités, je vais encore me répéter, pour qu'ils prennent les problèmes du peuple congolais à bras le corps. Madame, vous le savez très bien, on parlait en aparté tout à l'heure de l'insécurité qui règne dans la ville de Kinshasa. Avec notre journaliste qui a été enlevé, Juvette, en tout cas, courage. Mais vous avez parlé d'un gouvernement responsable, Dory Dombi. Je reprends vos mots, mais les gens disent, dans cette liste proposée par le Premier ministre, il y a des personnages controversés. On le sait, qui sont déjà cités, qui sont sous sanction et tout ça, des personnages... Bon, ça se dit, hein. Ce sont les mêmes personnes qui vont revenir. Vous croyez qu'après 18 ans d'échec, ces mêmes personnes peuvent encore être là pour dire, c'est bomber le torse, dire, on peut faire autre chose? Si ce sont les mêmes personnes qui vont revenir... Non, vous connaissez ma position là-dessus, donc... Répétez, il n'y a pas de souci. Non, ici, on a fait l'alternance, on veut aller à la rupture, on veut abandonner les choses du passé, nous nous battons contre les antivaleurs, et ce n'est pas pour remettre ces antivaleurs en selle pour dire qu'on va faire un nouveau Congo. Non, ça, il n'en sera pas question. De toute façon, même le président lui-même l'a dit, il veut des nouvelles têtes, il veut impulser un nouveau, vraiment du changement, une nouvelle dynamique pour que le Congo aille de l'avant. Parce que, moi je le dis, on ne va pas retrouver un Kalev au gouvernement ou un Néhémie. Soyons sérieux, le peuple ne l'acceptera pas.
Et vous le savez très bien, si l'FCC veut bloquer les pays, parce que vous savez, madame, moi je vais vous dire une chose. En 2011, on a eu des élections controversées. Vous savez, de 2011 à 2018, le PPRD n'a pas su gouverner ces pays. Pourquoi? Parce que l'UDPS était dans la rue. Pourquoi? Parce que l'UDPS était en train de revendiquer sa victoire. Donc nous n'allons pas remettre cela encore après 2018. On a voté pour avoir un changement. 2019, dans quelques mois, c'est 2020. Donc. Oui, voilà. Donc c'est pour ça, moi, je pense que si le président de la République, M. Tshisekedi, prend son temps, comme il veut réaliser vraiment ces changements, moi, je pense qu'il doit prendre, il prend son temps, il devra prendre le temps. Même s'il faut encore attendre, il faudra vraiment, comme la population, comme l'opinion l'exige, qu'il y ait des gens nouveaux. Je ne veux pas terminer, oui, ce chapitre de Rindoumbi sans parler du partenaire Joseph Kabila. On ne peut ne pas en parler, parce que ce sont des partenaires. Puisque les gens disent, d'ailleurs, j'ai quelqu'un de l'AFDC avec moi, que Joseph Kabila ne veut pas entendre parler de Bahati dans ce gouvernement, ni de l'AFDC dans le gouvernement. Alors, dites-moi, si c'est vrai, est-ce que Joseph Kabila pèse encore de tout son poids pour qu'il n'y ait pas ce gouvernement? Parce que qu'est-ce qu'il y a entre Joseph Kabila et Bahati? Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, le président Kabila pèse dans la mesure de sa majorité au Parlement. Mais je vous dis, moi j'espère que ce n'est pas vrai cette information, sinon ça serait dommageable pour lui, certainement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le président Kabila qui est au pouvoir, c'est le président Tshisekedi. C'est lui qui aura les derniers mots. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi peut même nommer un gouvernement de technocrates sans les FCC, sans tous ces gens-là. Il en a le pouvoir. Il en a le moyen. Ici, le président, je pense, et c'est à son honneur, il veut qu'il y ait la paix sociale dans notre pays. Il veut qu'on reconnaisse l'état des droits que nous sommes en train de bâtir vaille que vaille avec multitude de difficultés. Mais il ne va pas accepter les gens qui veulent faire les dédoublements. C'est la moindre des choses. Politique vous imaginez, j'ai l'impression que vous fouillez quand j'aborde... C'est question de temps, hein, la télé. On a compris l'idée que le président Joseph Kabila n'a pas du tout son mot à dire par rapport... oui, il a son mot à dire, mais voilà, il n'est pas là qu'il est l'autorité morale de son regroupement. On a compris l'idée, mais nous allons faire une petite politique fiction aussi, parce que les internautes, quand je dis que je reçois quelqu'un de la FDC, m'ont dit de vous poser cette question d'Oridoubi. Est-ce que le président n'est-il pas en train de faire traîner les choses en longueur, parce que selon la loi, c'est après une année qu'il peut dissoudre ce Parlement. Est-ce que le président n'est-il pas en train de tirer les choses en longueur jusque l'année prochaine, en 2020, pour qu'il puisse enfin avoir le pouvoir de dissoudre le Parlement, d'avoir d'autres élections et qu'il ait enfin sa majorité qui lui permettra de faire ce gouvernement en une semaine, en un claquement de doigts, comme ça se fait ailleurs? Parce que là, après 9 mois, après 8 mois, il y a toujours des blocages parce qu'il n'a pas cette majorité-là. Est-ce que c'est pas... Je ne sais pas comment on appelle Non, son petit jeu. C'est une politique fiction, parce que les gens se posent la question, est-ce que c'est pas ça le jeu du président, j'allais dire Joseph Kabila, du président Félix-Antoine Tshisekedi? Non, absolument pas. Absolument pas. Je connais l'homme, j'ai jamais été son ami, je l'ai toujours dit, mais j'ai été son collaborateur, j'ai travaillé directement avec lui. C'est quelqu'un, si on peut lui reconnaître quelque chose, c'est quelqu'un de parole. Il aime respecter sa parole quand il donne sa parole. Il est méticuleux, il prend son temps pour décider, mais je crois qu'il prend tous les paramètres, il prend tous les paramètres en jeu avant de décider. À mon avis, je ne suis pas dans le secret de Dieu, à mon avis, c'est parce que comme il est en coalition, comme il a donné sa parole, à mon sens, parce que je connais l'homme, à moins que l'homme a changé depuis, mais sinon, à mon avis, c'est dans ce sens-là, c'est un homme de parole, oui, il veut respecter sa parole. Bon, étant donné qu'ils ont mis cette coalition ensemble avec le président Kabila, c'est peut-être le temps qu'il prend pour expliciter au président et aux collaborateurs de l'ancien président
comment lui voit la chose, quelle est sa vision. C'est peut-être de cela que ça prend du temps. Mais cela n'engage que moi. Je ne pense pas qu'il attend pour dissoudre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de cela. Sinon, il peut nommer n'importe quel gouvernement aujourd'hui et dans 3 mois, parce qu'on a déjà fait 9 mois, c'est ça? Dans 3 mois, il renvoie tout le monde à ses études. Le président a tous les pouvoirs, toutes les prérogatives. Ils peuvent, d'ailleurs, moi j'ai dit Dieu merci, parce que bon, c'est quelqu'un qui veut arrondir des angles et qui parle avec les uns et les autres. C'est une bonne chose pour notre jeune démocratie, parce qu'il peut aussi taper du poing sur la table, comme l'a dit un internaute, c'est lui qui a l'impérium, il peut taper du poing sur la table. Aujourd'hui, il peut mettre tout le monde, il peut renvoyer tout le monde à ses études. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que c'est un démocrate, c'est ça? Voilà, c'est pas un homme de dialogue, il veut pas réitérer, il veut pas refaire. En voulant pas trop dialoguer, il ne perd pas son... Non, madame, vous savez... Permettez-moi de vous poser cette question. En voulant trop dialoguer, en voulant trop arrondir les angles, tout ça, en voulant faire plaisir à tout le monde, comme j'essaie de comprendre, est-ce qu'il n'est pas en train de perdre un tout petit peu de son autorité? Absolument pas, parce qu'il y aura un moment, il va siffler la fin de la récréation. Mais ce sera quand? Ce sera quand? C'est ça, les gens attendent qu'il siffle la fin de cette récréation. Savez, 9 mois, c'est trop. Je vais vous faire une confidence. Vous savez de qui les fils? Ne sous-estimez pas ses paramètres. C'est un homme, moi je pense que c'est un homme qui sait où il va. Il veut aller. Oui. Moi je suis persuadé, je vous dis, je ne suis pas son ami, donc je ne peux pas jeter de fleurs. Moi j'ai été son collaborateur et je l'ai dit parce que je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu comment il fonctionne, j'ai vu comment il a évolué. C'est quelqu'un, beaucoup de gens les sous-estiment. Beaucoup de gens les sous-estiment. D'ici la semaine prochaine, sûr qu'il y aura, on ne sait pas. Il est le maître de son calendrier. Ok. Nous allons parler d'autre chose, mesdames et messieurs. Nous allons parler de cette liste, de cette signature du gouverneur de la ville, de Gentilly Ngombila, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. Signature, fake news, faux documents et tout ça. Mais à la fin, le gouverneur de la ville a quand même signé. Et il y a eu permutation et nomination, il a dit à titre provisoire, de certains bourgmestres. John Kolela en parle. Et nous allons constater sur le terrain comment ça évolue les travaux de ce mouton. Cela m'a étonné de savoir qu'un gouverneur qui est en train de faire des permutations et de nominations, ce qui n'est pas de sa compétence. Parce que dans ce pays qui se veut être un état de droit, veut dire qu'il y a des responsabilités reconnues à chacun parce que les compétences sont d'attribution. À ce jour, selon notre système politique, les bourgmestres sont élus par les élus locaux. Donc, personne ne nous a dit qu'il n'y aura pas élection pour dire qu'il n'y aura pas les élus locaux pour faire leur travail. Et nous avions aussi appris que le chef de cabinet du même gouverneur est passé pour démentir et disant que ce document-là est un faux. Moi, j'aurais souhaité qu'il passe par la presse nationale que de passer par des chaînes privées, qu'il passe à la RTNC pour dire que c'est un faux et qu'il nous donne le nom de la personne qui est à la base de cette bouillabaisse. Mais cela étant, au niveau du parti UDPS, j'ai suivi aussi le secrétaire général Kabouya qui a présenté les bourgmestres de l'UDPS disant que c'est lui qui a transmis le nom. Donc, dans une certaine mesure, on veut se moquer de la population entre le dire du secrétaire général de l'UDPS, entre la présentation qui est faite au niveau du PPRD et les démentis du chef de cabinet du gouverneur. Il y a un camp qui est en train de nous mentir. On ne peut pas prendre la population pour des dupes. Il est temps qu'on puisse mettre la situation au clair et qu'on tire les conséquences. L'Assemblée a un rôle à jouer parce que ce sont eux le représentant. Et si on veut étayer la situation telle qu'elle vient de se passer, c'est à travers l'interpellation du gouverneur lui-même pour comprendre ce qui se passe. Mais la réalité, si nous voulons lire entre les lignes, c'est que le gouverneur est dans ce schéma-là. Parce que si vous suivez bien le chef de cabinet quand il a parlé, il n'a pas dit qu'ils ne sont pas sur cette voie-là, parce qu'il a dit tantôt là, maintenant la véritable décision va tomber. Moi, je dis de suspendre cette procédure-là et de se conformer à ce que dit la loi. À défaut, il faut que la population s'assume parce que nous ne pouvons pas accepter que les prérogatives revenant au chef de l'État puissent être bafouées. Soit on est en train de tester la capacité de l'UDPS pour voir comment elle va réagir, soit le gouverneur est ignorant. Le saut de mouton à pompage devient peu à peu une réalité. Précisément au carrefour des avenues du tourisme, l'on constate que les murs de soutènement et les premiers piliers de l'ouvrage sont déjà finis. Place à présent à la construction du deuxième pilier.
Les habitants de Pompage expriment ici leur sentiment de joie face à la rapidité dans l'exécution des travaux. Les travaux avancent tellement bien parce que les amis ici travaillent presque tous les jours, du matin jusqu'au soir, même les jours fériés, les dimanches. Ils font tellement bien leur travail, il faut vraiment les féliciter. Ouais, tout le monde est presque content parce que bon, c'est vraiment très utile de les construire ici parce que ça va désengorger les milliers et ça va aussi aider à booster le développement. Nous demandons que cette initiative du chef de l'État puisse s'achever. Au départ, on avait des inquiétudes. Vu l'avancement des travaux ici à Pompage, nous avons apprécié la rapidité. Que la population soit calme et sereine et qu'elle soutienne le chef de l'État dans sa vision. Comparativement à d'autres sites de construction de sauts de mouton à Kinshasa, celui des Pompages fait montre d'une prouesse de la part des exécutants de ce projet, à savoir Craig 8 qui supervise, ainsi que l'OVD qui en est maître d'ouvrage délégué. Nous avons suivi John Kolela de Ridombi qui a dit que le gouverneur de la ville de Kinshasa a usurpé les prérogatives du chef de l'État par rapport à la nomination des bourgmestres. C'était vraiment un méli-mélo cette semaine, fake news, faux documents, tout ça. Mais à la fin, Jean-Tini Ngobila a signé et a permis et a nommé à titre provisoire, a-t-il signalé, ces nouveaux bourgmestres. A-t-il vraiment de Ridombi usurper les prérogatives du chef de l'État, le gouverneur de la ville? Pire que ça, à mon sens. Hein. Moi, je dirais même bienvenue au Gondwana City. Hein. C'est trop fort quand même. Non, mais on voit la République peut perdre, ça doit cesser. Franchement, c'est... On me dit, je suis un faux... Comment faire autrement quand vous voyez ça? Je dirais même, c'est même pas des erreurs, c'est de la bêtise. Ils n'étaient pas au courant ou quoi? Je ne comprends non, pas. c'est la République. Parce que l'administration, on ne sait pas comment ça fonctionne, tout ça. Ils n'ont pas des conseillers pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est anticonstitutionnel. La République peut perdre. C'est les antivaleurs qu'on combat. C'est le même, ils veulent, c'est pour ça ils veulent mettre les bâtons dans le roue du président de la République. C'est pour ça ils veulent un gouvernement, comme au Gondwana, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça vous a échappé que jusqu'à aujourd'hui, les ordonnances, même du président de la République, certaines ne sont toujours pas exécutées. Vous trouvez ça normal? Donc, par rapport à ce dossier, un internaute m'a dit, posez la question à Dorin Dumbi. Le silence du chef de l'État par rapport à cette nomination, parce que c'est quand même lui le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions. Comment il n'a pas dit un mot par rapport à cette usurpation de pouvoir des prérogatives? Une fois de plus, c'est une analyse personnelle, mais je trouve qu'il agit bien. Vous imaginez si il devait réagir à tous ces incompétents, à tous ces antivaleurs? Mais madame, vous aurez tous les lundis, tous les mardis, les gens qui sont révoqués, qui sont envoyés. Si ça peut aider à ce que les gens sachent que ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Parce que qui ne dit mot consent, comme on le dit en français. Je crois qu'il veut prendre le temps d'aller à son rythme pour imprimer sa marque. Vous savez la question de la ministre qui ne respecte pas ses ordonnances. Elle a déjà signé. Non, mais bon, après, voilà. Elle aurait pu, même les présidents auraient pu prendre d'autres mesures. Vous le savez bien. Mais vous voyez que ça finit par se régulariser tout seul. Hein, ou d'elle-même. C'est ça peut-être sa méthode. Sa méthode, je pense, il doit prendre le temps. Voilà. Moi, je pense que... Non, c'est que le baveux que M. Ngobila a fait, bon, je n'ai même pas les mots pour qualifier ça, parce que sinon ça va déraper, ça risque de... Mais moi, je pense que c'est vrai,
il faut qu'il y ait des sanctions. Voilà, mais si on continue avec le même rythme qu'à l'époque du PPRD, l'impunité surtout, c'est vrai que vous avez expliqué, vous avez dit c'est peut-être la méthode du nouveau chef de l'État, aller s'élancer au rythme, mais on sait qu'avec Joseph Kabila, il y avait eu impunité, chacun faisait de quoi c'est qu'il voulait. Mais là, si vous permettez, un changement quand il y a faute comme ça, que le chef sanctionne, on sent que le chef est à l'écoute de la population. Mais si vous permettez, là aussi, comme on a vu dans ce que l'ancien député parlait, il a parlé des Kabouya, des UDPS. Qui a présenté ces messieurs. Mais c'est là aussi que bon, c'est vrai, Kabouya, c'est pas la crème dans l'UDPS, hein, c'est pas ça. Mais c'est ça aussi, on n'aide pas les chefs de l'État. Parce que ça aurait pu se résorber à ces niveaux-là, au niveau des partis déjà. Quand on lui a demandé ou quand il a présenté des bourgmestres à nommer ou des bourgmestres adjoints, il aurait dû s'il avait cet éclat-là, ça ne se fait pas et qu'il n'avait pas à présenter. Et d'ailleurs, c'est de la corruption, je ne sais pas, du détournement des fonctions, je ne sais pas comment. Mais comment eux ne peuvent pas ça? Parce qu'ils sont au pouvoir. Nul n'est censé ignorer la loi Dori. Comment eux ne peuvent pas savoir que ça ne se fait pas comme ça? Comme vous l'avez dit, ils induisent le chef de l'État en erreur. Comment des secrétaires généraux de partis ne savent pas comment l'administration congolaise fonctionne? C'est quand même assez grave. Mais nous parlons aussi d'un autre dossier, c'est la fuite des documents dans les réseaux sociaux. Le DIRCAP du chef de l'État, Vital Kamerhe, veut en tout cas que ça s'arrête. Hein. Non, moi je ne sais pas pourquoi. Non, absolument mais on ne comprend pas comment ça se passe. Qui fait fuiter les documents de la présidence de la République? C'est une bonne chose, madame. Pourquoi c'est une bonne chose? Ça met la pression, ça permet, ça nous évite des catastrophes encore énormes. Ceux qui font fuiter les documents, c'est peut-être les gens qui ne sont pas d'accord dans la manière de faire les choses. Si on n'avait pas fait fuiter... C'est une forme de pression. Pas forme de pression, mais forme militantisme citoyen, moi je dirais. Faire voir à la population ce qui se passe. Absolument, oui. Vous imaginez même les décisions de M. Ngobila, s'il n'y avait pas fuite, s'il n'y avait pas tout ça... On n'en serait pas là, ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais c'est passé quand même, malgré ce fuite de documents, mais bon... Non, c'est passé, mais je crois qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, hein, si je ne m'abuse. À mon avis, cette décision va être cassée si ça passe au Conseil d'État. Je crois que c'est le Conseil d'État. L'État qui va résoudre ce... Absolument. Qui est en train d'étudier cette question. Là. Absolument. Moi, ce que j'ai voulu dire, et je le répète encore, c'est que nous sommes bercés dans les antivaleurs. Et ceux qui sont autour même du chef de l'État ne l'aident pas. Vous voyez, c'est pourquoi peut-être il doit imprimer sa marque, il doit faire comme il fait là pour ne pas... Sinon, ça sera la bouillabaisse. Hein, vous imaginez même un secrétaire général de son propre parti qui est mêlé dans cette affaire. Vous voyez, c'est pas propre. Combine, je ne sais pas. Moi, je dis les mots. Hein, c'est une vous savez, j'ai le droit de réserve, je vous ai dit. Je vous en prie, mais on a aussi la liberté d'expression garantie par la Constitution, parce que les gens trouvent que c'est une combine, parce qu'il y a eu cette présentation à l'UDPS et au PPRD. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est comment des intellectuels ne peuvent pas comprendre que ça se fait pas. Vous parlez de qui là? Kabouya qui a présenté... Ah, c'est l'intellectuel. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est pas la crème, je l'ai dit. L'UDPS, on peut perdre. Il y a eu présentation aussi, il ne faut pas croire que c'est seulement à l'UDPS. Mais je ne critique pas ici, vous donnez votre point. Voilà. Simple constat, mais un constat quand même assez malheureux. Nous allons prendre un autre sujet, mesdames et messieurs, nous allons parler de Fils Moukoko. Fils Moukoko qui fait parler de lui. Il y en a qui disent que c'est lui qui incarne maintenant l'autre aile de l'UDPS, la vraie UDPS, selon une certaine opinion, qui ne lâche pas le combat, qui veut en tout cas que ce slogan, le peuple d'abord, soit vraiment mis en application et tout ça. Voilà un peu ce que prône au Fils Moukoko. Nous allons parler de la conférence de presse du FCC par rapport à la liste des candidats ministres. Parce que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui les marmites sont en train de bouillir. Je sais que Dori Doubi, son droit de réserve, c'est aussi par rapport à ça. Peut-être, comme je l'ai dit à Info 7, je reçois toujours les futurs ministres. Peut-être vous avez déjà devant vous un futur ministre dans ce gouvernement. Non, je ne suis pas candidat. Non, je vous en prie. On se connaît. Détail, s'il vous plaît. C'est non loin du parti du vieil opposant Étienne Tshisekedi que le jeune Fils Moukoko a tenu à répondre coup sur coup au mauvais traitement dont il a été victime, juste pour avoir soutenu la bonne cause, dit-il au parterre de médias venu pour la circonstance. Mais c'est condamnable. Je pardonne. N'a pardonné Bango.
parce que eza bango te batindaki bango. Et le président a condamné ça. Vous avez vu le chef du gang là, quand il a dit que Tozume appelle Angomba, c'est-à-dire, le président a condamné ça, c'est pour cela, Basali Obabengi, matinée politique de justification. Na acte à barbarie. Mais Nzambe tellement Nzambe, Basimbi touche, présenter Babougou-Mestre illégal. Rien ne pourra perturber l'aura du jeune Turc. La marche du 30 août pour placer les gouvernants devant leurs responsabilités aura bel et bien lieu. Une lettre d'information à l'autorité a été introduite le 8 août dernier, rassure le coordonnateur de bâtisseurs tshisekédistes. La marche aura bel et bien lieu parce que les motifs d'abord de la dite marche sont nobles. Oui à la bonne gouvernance, non à la corruption. J'invite tous les compatriotes congolais qui veulent qu'il y ait changement dans ces pays, de pouvoir venir ce jour-là à 10h, c'est le lieu de départ, ici à la 12e rue, et le point de chute, c'est le palais du peuple. Fils Moukoko se veut ici un gardien du temple au sein du patrimoine UDPS. La marche initiée pour ce 30 août a pour but de dire non à la mauvaise gouvernance ayant caractérisé l'ancien régime et d'exiger la bonne gouvernance au tout premier gouvernement sous Félix Tshisekedi. Selon Néhémie Mouilania, le FCC a joué la carte de la régénérescence et du renouvellement de la classe politique. Vous allez vous en rendre compte lorsque l'équipe gouvernementale sera rendue publique qu'un quota significatif et qualitatif a été attribué à la jeunesse, mais également à la femme, a-t-il déclaré. Le coordonnateur du Front commun pour le Congo indique en outre que la sortie retardée du gouvernement Ilunkamba est la preuve que le FCC veut s'éprouver afin d'aller loin. Néhémie Mouilania atteste par ailleurs que s'ils assument la coalition FCC-Cash, c'est parce que la solide fondation demeure la proximité idéologique. La représentation du genre et de la jeunesse au sein du gouvernement Ilunkamba fait partie des exigences du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dernier est resté à l'écoute des recommandations et exigences des mouvements citoyens et organisations de défense des droits de la femme, ainsi que de la société civile. Tous ont souhaité voir la femme et la jeunesse être représentées dans le prochain gouvernement de la République. Pour rappel, le gouvernement de coalition comprendra 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres, et qu'à l'issue des négociations, 42 postes ont été attribués au FCC et 23 au Cash. Dori Dombi, fils Moukoko, est-il réellement le gardien du temple? Non, comme on le surnomme aujourd'hui. Non, ça c'est du folklore. Je connais bien les garçons et j'ai été son collègue à l'exécutif de l'UDPS. Au moins dans ce qu'il dit, c'est qu'il est vrai qu'il a été nommé par le président Etienne Tshisekedi. Donc ça c'est une chose. Mais moi je pense que sa démarche, c'est peut-être un mal nécessaire. Un mal nécessaire, pourquoi? Parce que, bon, je n'aime pas parler des autres, moi je ne fais plus partie de l'UDP, je suis à l'AFDCA et d'ailleurs je suis très bien. Mais comme il faut analyser l'actualité, si je peux analyser, je peux tout simplement dire que le combat de fils Moukoko qui va crescendo, hein, ça va encore augmenter, c'est tout simplement dû à l'insuffisance de la classe dirigeante actuelle de l'UDPS. Tout le monde le sait d'ailleurs, hein, ce n'est secret pour personne. Ceux qui sont à la tête, voilà. Bon, comme vous le dites, c'est pas la crème, ne mâchons pas les mots. Vous l'avez dit, je ne reprends que vos mots. Donc pour vous, fils Moukoko, fait-il la continuité du combat d'Etienne Tshisekedi? Parce qu'il y en a qui disent que beaucoup des cadres de l'UDPS se sont fourvoyés, se sont perdus en cours de route. Le peuple d'abord, non, mais ce sont les copains d'abord. Et voilà. Donc lui veut que, en tout cas, ce slogan d'Etienne Tshisekedi, ce mot d'ordre de peuple d'abord soit respecté. Il veut parler de la bonne gouvernance et non à la corruption. Et pourquoi on lui en veut tellement? Parce que j'ai vu les images d'Ori Ndoumi, j'ai été personnellement extrêmement choquée parce que ça m'a rappelé
les traîtres après la Deuxième Guerre mondiale, comment on tondait ceux qui ont courtisé avec les nazis. Ça m'a personnellement vraiment choqué. J'ai dit, mais ça, on ne peut pas se le faire en plein 21e siècle. Et dans mon pays, une telle punition. Mais l'erreur, il lui a donné plus d'aura, plus de force aujourd'hui. Et vous voyez comment ils parlent avec beaucoup plus de courage, beaucoup plus de pugnacité. Donc, ils sont en train de créer eux-mêmes, comme on dit, un monstre. Tout à fait. Bon, d'abord, nous déplorons et condamnons ce qui lui est arrivé. Hein. Je crois que nos amis de l'UDPS doivent comprendre qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont plus dans l'opposition. Et quand on est au pouvoir, il y a certains comportements qu'on doit adopter, qu'on ne peut pas. Voilà, exactement. Bon, certains n'ont toujours pas compris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que c'est vrai, on va créer un monstre, on va créer un adversaire, on va créer un concurrent. Tout simplement parce que ceux qui sont là, ils ne vont pas l'écouter. Les gens sont omnibulés par le pouvoir. Les gens sont... Et quand on parle du peuple d'abord, vous l'avez dit, vous dites c'est un slogan. Non, madame. Moi, j'ai été à l'UDPS. Non, madame. Moi, j'ai été à l'UDPS. C'est une façon de vivre. C'est le projet des sociétés de l'UDPS qui a été voté au Congrès, si j'ai bonne mémoire, de 2010. C'est tout un ensemble de valeurs. Moi, j'aimerais... C'est dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut expliciter ça. On a réduit cette façon, cette vision de la société qu'avait Étienne Tshisekedi Lumumba par un simple slogan qu'on utilise d'ailleurs à tort et à travers. Moi, un jour, j'aimerais bien qu'on fasse même, et je peux vous l'apporter, c'est tout, c'est la société, notre société, comment le voyait l'UDPS ou comment le voyait Étienne Tshisekedi Lumumba. C'est de ça qu'il s'agissait. Comment on doit faire fonctionner, que ce soit au niveau social, au niveau l'État, comment l'État doit fonctionner. C'est de tout ça. Mais bon, nos amis qui sont arrivés là, voilà. Question directe qu'un internaute m'a dit encore de vous poser, parce que l'émission est très interactive de Rindubi. Est-ce que l'UDPS de Marcel Yaou, de Mbouankiem, de Kibasa Maliba et d'Étienne Tshisekedi, c'est la même UDPS aujourd'hui, de Kabouya, de Marc Kabound, de... Je ne sais même pas. Est-ce que c'est la même force, la même idéologie, la même... Est-ce que c'est deux choses où ils ont gardé la même... Bon, vous avez... C'est plusieurs choses. La même combativité, je ne sais pas. Non, tout ça, non. Non, vous avez dit plusieurs choses dans votre question, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la même UDPS. Pourquoi ce n'est pas la même UDPS? Parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Ces personnes-là avaient leurs valeurs. Ces personnes-là avaient leur vision. Ces personnes-là avaient leur façon de fonctionner. Nous sommes arrivés, nous avons apporté ce que nous avons pu apporter, nous sommes partis, et les autres qui sont restés ou qui sont là, ils amènent leur touche également. Ça ne peut pas être le même. Mais c'est vrai, dans l'idéologie, ça devrait rester la même chose. Bon, ce qui n'est peut-être pas vraiment le cas. Ça a changé, ça a changé. Pourquoi? Mais parce que, madame, quand vous mangez avec le diable, même avec de longues fourchettes, comme l'a dit Mobutu à l'époque, ben, vous finirez par... ça va un peu déteindre sur vous, hein. Je m'arrête là parce que je n'ai pas envie d'aller loin. J'aimerais bien comprendre. C'est vrai, les internautes sont très subjugués. Est-ce que Étienne Tshisekedi, si c'était Étienne Tshisekedi qui était à la place de Félix Antoine Tshisekedi, aurait-il accepté la coalition ou la cohabitation? Vous avez côtoyé Étienne Tshisekedi, aurait-il accepté cette coalition? Moi, j'ai le droit de réserve. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question assez intéressante parce qu'on m'a dit de vous poser. Parce que vous avez dit... Il est le fils de qui? Donc c'est pour cela que je reprends cette question. Vous avez dit, n'oubliez pas qu'il est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est pour ça que je reprends cette question. Est-ce que Étienne Tshisekedi aurait-il accepté cette coalition avec Joseph Kabila? Vous avez dit votre droit de réserve, mais je poserai la question aux internautes, ils me répondront. Mais prenons maintenant l'autre sujet, c'est la conférence de presse du FCC qui a dit que non, il y aura le renouvellement de la classe politique par rapport à la jeunesse et aux femmes. Hein. Ils ont ouvert en tout cas leur quota par rapport à la jeunesse et aux femmes. Vous faites confiance au FCC? Absolument pas. Le mal congolais a un nom. Le mal congolais a un visage. Tout le monde le connaît. Monsieur Némi, c'est lui, d'ailleurs, il est en train de conduire le président Kabila dans un ravin où il ne pourra pas s'en sortir. Mais non seulement cela, il va entraîner le pays dans ces ravins. Non seulement ça, comme si cela n'était pas suffisant, il essaye de mettre des bâtons dans le roue du président Tshisekedi. Oui. Imaginez-vous que M. Némi est candidat vice-premier ministre, après avoir été X années directeur de cabinet. Imaginez-vous dans la liste de... Même si on me dira, avez-vous vu cette liste-là?
il y a des Kalev dedans, il y a tous les noms qu'on entend. Vous savez, les fuites là, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas des choses inventées. Hein. Il y a toujours part des réalités, même si c'est exagéré. Vous voyez, c'est ça, c'est que les antivaleurs, nous n'en voulons pas. Ces gens se sont distingués dans la mauvaise gouvernance. Ces gens se sont distingués ils ont abaissé notre pays, ils ont rabaissé notre pays. Vous regardez là où nous sommes. Madame, au moment où je vous parle, vous savez combien des enfants meurent chaque jour ici par manque de soins? Allez à l'hôpital Mamayemo, l'hôpital qu'on appelle ex-Mamayemo. Vous allez voir dans quel état nos compatriotes sont là-bas. Le pays est dans un... On a parlé des sauts de moutons. Voilà. Peut-être pas la priorité, mais on a laissé le pays dans l'état où il est. Les nouveaux chefs de l'État qui arrivent, laissons-lui le temps, donnons-lui l'occasion de pouvoir faire aussi ses preuves. Moi, si ces gens d'FCC étaient même élégants, ils auraient pu laisser les présidents Tshisekedi travailler, même avec plus de ministres, même s'il n'a pas la majorité, pour au moins qu'il fasse ses preuves. Mais oui, la RDC d'abord au lieu de parce que demain, hein. Si le président Tshisekedi dit j'ai pas pu mettre en œuvre ma vision, ma politique parce que j'avais la pesanteur de l'UFCC, mais ça ne sera que la réalité. Vous voyez, on va les dédouaner même de ce qu'il aurait pu faire. On comprend l'idée. Nous allons parler de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Nous allons un peu la battre très vite. Et la réaction de Maître Bazin sur la réquisition des ministres. D'entrée de jeu, la speaker de la Chambre des députés a renseigné la plénière sur la motivation de la convocation de cette session extraordinaire. Sa mission, auditionner le programme du gouvernement, assurer son investiture, mais aussi procéder à la validation de mandat. Le questeur adjoint appelé à remplacer son collègue rapporteur a donné lecture de la décision convoquant la session extra. S'en suivra le speech de Janine Mabunda. La présidente de la Chambre des députés a dans son allocution d'ores et déjà donné les couleurs de la plénière qui sera consacrée à l'audition du programme du gouvernement. Pour Mabunda, ça sera une occasion pour les élus du peuple de déverser leurs préoccupations. La speaker de l'Assemblée nationale espère quant à elle voir le prochain gouvernement prendre en compte le desiderata des élus, mais aussi trouver du répondant en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. Il faut dire que la présidente de la Chambre basse du Parlement ne pas rester indifférente quant à la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Insécurité et Ebola, des questions qui préoccupent la présidente de la représentation nationale. Janine Mabunda a salué les efforts fournis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que les autres partenaires du secteur de la santé, sans oublier les leaders communautaires. S'agissant de la question sécuritaire, elle espère l'éradication totale de groupes armés et terroristes tels que l'ADF dans l'est de la RDC. Janine Mabunda, elle qui prône la proximité avec les électeurs, a regretté la disparition de ceux de l'Est du pays en faisant observer une minute de silence. Le coordonnateur de la dynamique Le Changement C'est Maintenant se dit satisfait de cette réquisition d'informations de l'Agence nationale des renseignements à l'inspecteur général des finances. Maître Bazin Pembe estime qu'il s'agit d'un avertissement aux membres du prochain gouvernement. Nous avons voulu l'état de droit, la démocratie, ce sont les conséquences de l'état de droit. Donc lorsqu'on gère la chose publique, on doit s'attendre à être audité, on doit s'attendre aussi à rendre aussi compte à certaines autorités compétentes. Donc nous saluons l'initiative et nous louons cela. Cela n'arrive en rien la compétence de l'Assemblée d'auditer, d'enquêter sur certains ministres. Et on doit se rappeler aussi que ces ministres-là, bientôt là, ils vont sortir. Nous ne voulons pas que les gens sortent de ces ministères en train de partir avec des sommes importantes de l'État. C'est un moyen aussi de faire comprendre à ceux qui sont en train de se préparer aujourd'hui dans leur état-major, qui vont entrer dans les gouvernements, de comprendre qu'ils ne sont pas en train de venir pour venir jouer, pour venir lapider, détourner les fonds de l'État. Ils doivent comprendre qu'ils sont en train de prendre certains postes de responsabilité où ils seront contrôlés énormément par la population, mais par
la présidence de la République, mais par certains services d'intelligence aujourd'hui, comme l'ANER. Pour rappel de cette réquisition d'informations, l'inspecteur général des finances devra auditer tous les décaissements de fonds du Trésor public depuis l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la République. Dori Goumbi, espérons que cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale ne sera pas une session en vain, parce qu'il nous reste approximativement une dizaine de jours pour clôturer cette session extraordinaire. Et pourtant, selon notre confrère qui a rendu cet élément, donc le programme de cette session extraordinaire, c'était auditionner le programme du gouvernement. Ça prend du temps d'écrire un programme du gouvernement. Est-ce que c'est dans cette dizaine de jours que, en tout cas, on peut vraiment terminer tout ça qu'a prévu Janine Mabunda? Vous avez compris que cela ne sera pas possible. Hein. Il resterait, je crois, et plus exactement 11 jours. Dans 11 jours, on doit investir le gouvernement, on doit élaborer le programme, même si on vous dira que le programme est en train d'être constitué. Bon, espérons seulement que ça ne sera pas une session pour rien, mais à mon avis, le travail ne pourra qu'être bâclé parce que, bon, on ne peut pas travailler dans la sérénité dans ces conditions. Est-ce que Janine Mabunda n'était pas en train de faire une pression au chef de l'État ou aux deux autorités morales pour qu'il y ait cette sortie de gouvernement? Parce que là, pourquoi convoquer cette session si le gouvernement, on n'était pas très sûr que ça allait sortir? Pourquoi? Je ne sais pas si je vais trahir les secrets, mais j'aurais appris que c'était aussi convoqué à la demande du président de la République aussi. Donc, je crois que c'est un secret d'État. Je crois que c'était aussi une forme de pression pour faire avancer les choses, parce que ce gouvernement. Moi, je l'ai écrit quand je l'ai écrit. Ce gouvernement traîne un peu en longueur. Ouais. 9 mois, c'est un peu trop. Cette assemblée, c'est vrai que c'est aussi pendant aussi 7 mois déjà que cette assemblée a débuté son travail. Si on vous dit de côté un peu c'est vrai qu'il n'y a aucune loi déjà, rien n'a été fait. Zéro. Mon Dieu. Zéro. Il faut même pas. D'ailleurs, mon ami Papa Lemba Lemba l'a dit, hein. Il dit qu'ils sont payés pour ne rien faire. Lui, il était encore plus dur que moi. Non, ben c'est. On a perdu, madame. On a perdu du temps. Hein. Nous avons perdu déjà 2 années, 9 mois avec le gouvernement Tchibala. Et regardons là où nous en sommes encore maintenant. Mais les gens sont inconscients. Et pendant ce temps-là, qui paye? C'est le peuple congolais. Réquisition des ministres, tout ça, est-ce que l'ANER, c'est son rôle? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, comme vous avez dit, il y a la Cour de compte pour auditer. Est-ce que c'est à l'ANER de faire ce travail? Absolument pas. En tout cas, moi qu'on a changé la constitution de la République démocratique du Congo, mais je n'étais pas au courant. C'est pas à l'ANER de... C'est pas à l'ANER de demander, de diligenter cet audit. Oh là là. Je pense, hein, vous recevrez je vais peut-être me renseigner sur ça, parce que selon Maître Bazin qui est passé, il a dit que c'est le droit des institutions de mettre un peu leur regard partout. Parce qu'on ne peut pas, lapider les deniers publics, selon lui. C'est une forme de leçon pour le prochain ministre. Ça deviendrait un État dictatorial, ça ne sera plus un État des droits. L'État des droits, c'est chaque institution... qui joue son rôle. Joue son rôle. Quel est le rôle de l'ANER? En fait. Mais l'ANER, non, service de renseignement intérieur, hein, c'est pas ça. L'ANER, si on l'apporte. Avant de détournement, par exemple. Mais il y a la police judiciaire, madame. Il y a le parquet, la police judiciaire. C'est peut-être ministre de la Justice, l'autorité peut demander une enquête. Des enquêtes par rapport à ça. L'ANER, ça. C'est le service d'intelligence quand même. Bah oui, c'est l'ANER, donc ça n'a rien à voir. Avec ça. Service de l'intelligence avec la gestion. Non, pas du tout. C'est un peu comme si la CIA. Bon, je sais pas, hein, mais bon. On est congolais, donc on va essayer d'en savoir un peu plus, parce qu'il y a trop d'entremêlage. Je suis absolument certain que c'est pas le rôle de l'ANER, c'est pas les prérogatives de l'ANER. Voilà, on va chercher à en savoir un peu plus sur, en tout cas, les prérogatives de l'ANER, parce qu'on ne comprend plus trop très bien. Nous allons avoir l'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler d'Ebola. L'Ebola, comme vous le savez, cette maladie qui continue à tuer, mais malgré
les efforts du professeur Muyembe, d'ailleurs nous l'encourageons, nous le félicitons parce que ça a quand même baissé, mais comme vous le savez, les pays voisins doivent aussi se protéger. Le Rwanda a quand même interdit, je ne sais pas, l'accès à son pays par rapport à cette maladie. Et nous allons parler de la réaction de M. Mangalibi sur le forum de l'énergie électrique qui s'est tenu au Congo central. Une situation confuse sévit aux frontières de Ruzizi. Les autorités rwandaises ont fermé la frontière de leur côté aux Congolais ressortissants de Mwenga. Ces autorités migratoires prennent pour motif les cas de la maladie à virus Ebola qui s'est confirmée dans ces territoires de la province du Sud Kivu. Cette décision risque de provoquer une crise économique dans plusieurs ménages parce que la plupart de femmes font du commerce transfrontalier. Nous avons plusieurs années déjà à Bukavu, mais nous sommes surpris d'entendre que nous n'avons pas le droit de traverser la frontière, nous les ressortissants de Mwenga. La maladie à virus Ebola s'est déclarée chez nous à Mwenga. Moi, j'achète les marchandises au Burundi pour que mes enfants puissent manger et étudier. Ce député provincial déplore cette situation et la qualifie de discriminatoire. Blandine Kalafou est questeur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Nous demandons que le gouvernement provincial puisse prendre langue avec la province voisine de Tchangougou et que des mesures soient prises et laisser la population ressortissante du territoire de Mwenga traverser la frontière comme tous les autres Sud-Kivusiens. Certains originaires de Mwenga sont bloqués pour la même cause à la frontière de Roua entre le Rwanda et le Burundi. D'après d'autres sources, les autorités congolaises ayant constaté cette situation ont donné leur voix. La direction provinciale de migration, quant à elle, riposte en interdisant aux Rwandais son visa de fouler les sols congolais. Une réunion d'urgence est convoquée entre les autorités migratoires de la RDC et celles du Rwanda, afin de trouver solution à ces problèmes. Au regard de toutes les potentialités dont regorge la RDC, le problème d'électricité est un faux, a déclaré Jean Mangalibi. Aujourd'hui, le problème de l'électricité, ce n'est qu'un petit problème. Je prends le cas du Cameroun. Ils n'ont pas les grands barrages comme le Congo. Même dans les fonds du village, ils ont du courant. Et cela est possible aussi pour les RDC. Alors que la ville de Matadi abrite le premier forum sur l'énergie électrique en RDC, cet environnementaliste rapporte que la mauvaise gouvernance est à la base du problème d'électricité au pays. La mauvaise foi et la mauvaise gouvernance. Il n'y a que ces deux acteurs. On a passé 20 ans où on n'a jamais travaillé pour que le Congo décolle. On travaille pour que le Congo puisse descendre vraiment bas. On ose croire que le président Félix Tshisekedi va travailler pour que le pays décolle réellement. Le coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins invite les participants à ce forum à rencontrer les aspirations réelles de la population de la RDC. Si on arrive à faire vraiment un très bon programme, et qu'il y a de bonnes personnes qui vont suivre, moi je vois qu'il y a probabilité qu'il y ait du courant. Ce que moi je peux demander au président, c'est d'être bien entendu. Et dans tout ce qu'on fait comme programme, il faut voir comment insérer la population. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui est là, c'est quoi? C'est souvent il y a des programmes où la population est à l'écart, on l'impose directement. Je dirais par exemple l'électricité. Aujourd'hui, la population ignore. Or, si c'est que quand je laisse la lumière allumée, quand la facture va venir, je dois payer cher. Et que je dois gérer, ça c'est aussi pour protéger les matériels. Vous allez voir beaucoup de choses vont aller. Pour rappel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est déterminé à faciliter l'accès à l'électricité à tous les Congolais. Dorine Dumbi, mais le Rwanda a, je trouve, raison de protéger ses habitants et c'est pour cela qu'il a carrément fermé ses frontières pour voir un peu plus clair par rapport à cette maladie d'Ebola, hein, quand même. Oui, je pense que c'est des politiques restrictives pour pouvoir protéger sa propre population. On ne peut pas les en vouloir, hein. D'ailleurs, moi-même, quand je suis arrivé à Nairobi récemment, quand on savait qu'on revenait du Congo, on avait un traitement particulier, hein, donc c'est normal parce que c'est une maladie qui est très très contagieuse, hein, donc les gens doivent se prémunir, doivent faire attention. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Mais cette réciprocité-là, qu'on interdise aux Rwandais de venir chez nous...
Pourquoi? Non, mais ça c'est encore une fois de plus même les musulmans ne sont pas allés à la Mecque. Voilà, exactement. Cette année, on va aussi les empêcher de venir au Congo, alors que non, ça c'est... On ne peut pas prendre de mesures comme ça. Sous le coup de l'émotion, c'est à la volée. Ça n'a aucun sens. Il faut tout simplement collaborer, essayer de partager l'expérience. Cette maladie, pour vous, la gestion de cette maladie, elle est bien faite par le docteur Mouyembe, parce que les résultats ont quand même été assez positifs depuis J'allais dire encore, Joker, non mais je vais vous répondre. Non, bon, il y a des évolutions, hein. Apparemment, il y a des évolutions. Moi, c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Il a même découvert apparemment des médicaments. Le nom m'échappe, mais... Oui, il y en a même deux, hein, il paraît. Et il semblerait qu'il y ait des évolutions. De manière positive, on ne peut que s'en réjouir. Donc voilà, la gestion d'avant avait posé des problèmes. Bon, de toute façon, c'est derrière nous maintenant, on va de l'avant. On avait été à Matadi pour cette forum sur l'énergie électrique, le tout premier forum, et nous avons suivi aussi la réaction presque, je ne sais pas, très très forte de Fabrice Paula, juste après la fin de ce forum, par rapport à la SNEL, parce qu'on a dit qu'on doit, le terme m'échappe, mais on peut disséquer, permettez l'expression, disséquer un peu la SNEL, la production peut aller ailleurs et tout et tout. Est-ce que pour vous, c'est pas aussi une piste de solution pour essayer de s'en sortir par rapport à ce problème d'électricité en République? Avec un si grand barrage, avec le soleil, avec la pluie, avec l'eau, avec l'air, on n'a pas de l'électricité. 8% de la population congolaise a l'électricité, consomme l'électricité. C'est incroyable pour un si grand pays. Mais le monsieur l'a dit, hein. Il n'y a pas de miracle, c'est la mauvaise gestion. Tout simplement. Tout simplement. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. En tout cas. Mauvaise gestion, des antivaleurs, on met des gens avec des compétences douteuses là où il ne faut pas, et tout ça, vous mettez ensemble, ça donne ses résultats. Mais la SNEL, on doit le disséquer aussi, parce que Fabrice Paula est vraiment contre... Si je prends l'exemple de la Belgique par exemple, vous avez une société qui produit l'électricité, vous avez qui bon, on appelle ça distribuer, transporte l'électricité, et l'autre qui commercialise. Ce sont des métiers différents. Métier de produire de l'électricité, ça n'a rien à voir avec le métier de commercialiser de l'électricité. Ça n'a rien à voir. Donc la SNEL a trop de pouvoir. Voilà, on met tout ça ensemble, et puis on met des... voilà, et puis ça ne peut pas aller. Ça peut pas aller. Et puis libéraliser, oui. Pourquoi pas libéraliser ce secteur aussi? Absolument, je crois que ça peut apporter, et puis nous avons de l'énergie renouvelable, hein, les soleils, madame. Dans d'autres pays, vous savez... Il y a des parcs solaires déjà. Voilà, même pas des soleils, mais les gens utilisent cette énergie. Pourquoi pas chez nous? L'État peut aussi subventionner. J'espère qu'il y aura des évolutions, parce que je connais les conseillers en matière d'énergie, Maître Boma, je crois que vous l'avez déjà reçu à plusieurs reprises. Bon, c'est un garçon intelligent. Qui a primé le chef de l'État à Matadi, exactement, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'était pas de ça que je voulais dire. Hein. Je voulais dire que c'est un garçon intelligent, à mon avis, pourra imprimer peut-être de nouvelles politiques dans ce secteur-là. Absolument. Nous allons terminer par l'enseignement, parce que d'ici là, c'est la rentrée scolaire au mois de septembre, d'ici deux semaines, en tout cas peut-être moins. Il y aura la rentrée scolaire, et que vous le savez, la nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. Le chef de l'État a dit cette fois-ci, ça doit se faire. D'ailleurs, on a demandé aux écoles ou aux parents qui ont déjà payé d'aller récupérer l'argent. Je ne sais pas comment ça va se faire pratiquement, mais voilà, nous allons terminer complètement avec la grogne des agents de l'OGEFREM. Ce n'est plus un slogan, mais une réalité. Désormais, les parents d'élèves des écoles publiques n'auront plus à verser un franc congolais pour le paiement de frais scolaires. Décision du gouvernement central à inscrire dans les cadres du programme Accès sur la gratuité de l'enseignement primaire. Une initiative saluée par certains parents rencontrés ce jour. Je tiens à remercier d'abord le chef de l'État de pouvoir juste mettre en place cette mesure de grâce dont presque tous les parents nous avons longtemps entendu. Nous devons savoir d'abord que le chef de l'État est l'autorité suprême, celui qui détient toutes les décisions. La force reste à la loi.
c'est une bonne chose. Ça fait partie aussi du développement du pays. Parce que pour être président de la République, il faut être scolarisé. Donc c'est une bonne initiative. Ceci exige notamment le respect strict de cette mesure, tout en déplorant le fait que certaines écoles ont déjà perçu les acomptes. On a entendu beaucoup de discours. On attend que la réalisation. La gratuité, c'est bien. Vous pouvez parler de la gratuité, mais c'est l'application qui compte. Parce que les enseignants, ils seront d'abord payés, normalement. S'ils ne sont pas payés, qu'est-ce que ça va créer? Vous allez voir qu'il y aura des grèves partout. Dire c'est bien, mais on veut qu'on puisse croquetiser, c'est bien. Il y a maintenant, ce que je veux dire, dans certaines écoles, les parents ont déjà versé les acomptes. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un suivi pour que les frais qui ont déjà été perçus par ces écoles soient remboursés aux parents? S'agissant de l'argent perçu par certaines écoles publiques, l'État congolais a décidé le remboursement de ce frais aux parents. Les processus concernent l'école primaire, secondaire et les humanités. Mais pour l'année 2019-2020, seule l'école primaire est concernée. C'était un matin sans travail dans les installations de l'Office de gestion du fret maritime à Kinshasa-Gombe. Les agents et cadres de l'OGEFREM étaient tous devant leurs bâtiments sur lesquels étaient accrochés des rameaux. Un sentiment de révolte et de colère planait ce jour, de quoi justifier la présence de la police. Selon la délégation syndicale et les agents trouvés sur place, ils sont dehors pour dire non à la décision de la hiérarchie qui verrait intégrer leurs collègues licenciés en mars 2018 pour détournement, pendant que la procédure judiciaire est encore en cours. Oui, nous protestons contre la décision de certaines autorités qui tiennent à ce que l'on puisse réhabiliter les agents qui ont eu à détourner l'argent de l'entreprise. Ce n'est pas normal que ces agents aient détourné plus de 1 million de dollars de l'entreprise et qu'aujourd'hui, à partir du moment où la procédure est au niveau de la justice, que les politiciens s'interfèrent pour demander ou exiger leur réintégration. La délégation syndicale promet d'aller rencontrer les ministres des tutelles. Nous allons partir chez lui. Nous aurons à demander à ce que l'OGEFREM soit en paix. Nous voulons que vous puissiez vous atteler à ce que l'État vous a donné comme objectif. Donc il n'y a rien à perturber le service à tout moment. Rappelons que le 9 agent licencié de cet office était accusé de détournement d'argent, 1 million de dollars pour être précis. Pour le moment, l'affaire est encore entre les mains de la justice. Dorine Dombi, la gratuité de l'enseignement primaire cette année, mythe ou réalité, ça va se faire. Vous avez suivi les Quinois qu'on a interrogés, ils ont dit la décision est bonne, mais l'applicabilité, on verra. Tout à fait, on verra bien l'applicabilité, et d'autant plus que le taux de pénétration des élèves dans les écoles publiques, je ne connais pas exactement le taux, mais ça m'a l'air un petit peu négligeable par rapport aux établissements privés. Donc on verra comment ça va se passer, mais la mesure, on ne peut que saluer. Mais les gens disent c'est vrai, la gratuité c'est bon, mais le contenu ou les structures, les infrastructures par rapport à ces écoles publiques, on doit revoir aussi, c'est bien bon la gratuité, mais si les enfants se mettent par terre, si les enfants n'ont pas de craie, voilà, tout ça, on doit tenir compte de tous ces paramètres aussi. Absolument, et ça revient toujours et toujours à la même question que nous avons de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion. Moi, je voudrais dire une chose ce soir. Je pense que le président Kabila est entré par la grande porte dans l'histoire de notre pays. Il ne faudra pas qu'il en sorte par la plus petite de portes. Cela veut dire quoi? Moi, je pense que le Congo, notre pays, ira d'autant mieux que le président Kabila quittera définitivement et effectivement la scène politique congolaise. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y soit, le fait qu'il tire son nombre plane toujours, ça joue contre lui. Ce n'est pas bien. Ce sont ses collaborateurs, les Némi, les Kalev, qui l'amènent dans un trou où ça risque de déborder à la fois et pour les uns et pour les autres. Nous avons fait un pas vers l'alternance. Donnons la chance au nouveau président qui est là, qui puisse faire ses preuves. Si
il n'arrive pas, la population donnera la sanction, positive ou négative. Il ne faut pas que le président ne soit pas en mesure de pouvoir mener sa politique, de mettre en œuvre sa vision, tout simplement parce que le pesanteur venait... C'est une question quand même assez délicate, mais j'ose quand même poser cette question. L'armée. L'armée soutient qui? En fait, notre armée est-elle vraiment républicaine? Parce que les gens disent, permettez-moi de le dire à Lingala, Kabila Osa Moutoumaka, c'est parce qu'il a l'armée. Il n'a pas l'armée. Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas l'armée. Vous savez, non, je ne devais même pas dire ça, nous sommes en direct. L'armée obéira au chef de l'État. Il n'y aura aucun militaire. Je mets quiconque à défi. Il n'y aura aucun militaire qui pourra faire un coup d'État aujourd'hui, 21e siècle, ici au Congo et qui garde le pouvoir. Je mets quiconque à défi. Il n'arrivera pas. Il n'y aura pas un autre ordre que l'ordre constitutionnel dans ces pays. Qu'ils essayent, ils verront. Non, c'est très important ce que j'ai dit. Il y a, au Mali, les gens ont fait des coups d'État. Ils ne sont même pas restés, les capitaines Sanogo. La période des coups d'État, c'est fini. Le président Tshisekedi peut être sûr, peut dormir sur ses deux oreilles. De ces côtés-là, il peut être tranquille. La pire des choses, c'est peut-être un accident, voilà. Mais sinon, lui arracher... L'armée est républicaine, hein? L'armée républicaine, les services de sécurité, ils sont là, ils obéiront. Nous sommes en train d'acquérir, Dorine Doumi, la dernière question par rapport à l'OGEFREM, la politisation des entreprises, voilà, on y est. On a dit qu'on laisse l'OGEFREM tranquille, avec la réhabilitation de ces 8 agents qui ont détourné $1 million. Pourquoi les politiques tiennent à cette réhabilitation coûte que coûte? Mauvaise gestion anti-valeur, c'est ça que nous devons chasser, en un mot. C'est ça que nous devons chasser. Et moi, j'encourage le président Tshisekedi de ne pas céder. De ne pas céder parce que le peuple n'acceptera pas que les anti-valeurs reviennent encore, ils soient remis en scène. Voilà, Dorine Doumi, merci d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Je précise une fois de plus que, en tout cas, les télévisions analogiques, vous n'allez plus nous suivre sur l'analogie. Depuis quelques heures, nous n'émettons plus sur l'analogie et c'est pas seulement Congo Web, il y a plusieurs chaînes de télévision. Donc pour nous suivre avec une très bonne qualité numérique, il faut être sur la TNT et soit avoir un décodeur. Venez à Congo Web Télévision, c'est $20 le décodeur. Et sur Easy et sur BlueSat, nous y sommes. Merci en tout cas à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique et vraiment, j'ai présenté, je suis tout en noir parce que j'ai perdu ma mère. Voilà, mais le boulot d'abord. Ma maman, Colette Meskia Kimuntu, est décédée. Ma mère est décédée hier. En tout cas, que son âme repose en paix. C'est une des filles de ma grand-mère. Donc, merci. Vraiment, merci à vous. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.